Bienvenue sur Les Apprentis Lecteurs, le Trône de Fer, le podcast lecture-relecture du Trône de Fer ou Song of Ice and Fire, dans la version originale, sans spoiler. On se retrouve encore aujourd'hui avec Guillaume. Toujours là, et c'est notre 30e podcast, hein, déjà. Le 30e. On en est... Le prélude plus 29e chapitre. On en est à quelques chapitres de la fin du tome 1 sur les 15. Oui, en fait, parce que là, je prends le découpage français parce que pour nous aider, j'ai pris les tomes numériques et en fait, c'est les découpages français, donc les 15 tomes. Donc voilà, on en est à quoi 4-5 chapitres de la fin du tome 1. Donc on sent qu'on avance, c'est gratifiant. Putain, on a même pas fait 10%, mec. On a même pas fait 10%? C'est terrible, hein. Bah, sur 15, on en a même pas fait. Après, non, si, parce qu'on a la moitié du tome 1, au final. Donc, si on fait ça, on a la moitié du tome 1, il y a 5 tomes, donc, ça fait, 20%. Ah ouais, non, t'as raison, bah, on va atteindre les 10% du coup. On va juste atteindre les 10% là. Mais c'est déjà beaucoup. Ouais. Bah, 10%, c'est-à-dire qu'on a vraiment commencé à faire de façon consciencieuse que très récemment, c'est pas mal. Bon, il nous reste encore du chemin à faire, en tout cas. Et t'as du montage à faire aussi, je crois. Il y a encore du chemin à faire. Et des montages, ouais. Ouais, c'est parti. Bon, c'est Migo. Alors, dans ce chapitre, on va retrouver Sansa, notre personnage préféré, n'est-ce pas, Ilan? Qui assiste au tant attendu tournoi de la main, où vont s'affronter des chevaliers venus de tout le royaume. Et à l'issue de la journée, les 4 derniers chevaliers toujours en lice sont les 2 frères Clegane, Jaime Lannister et Loras Tyrell. Donc pour le dîner, en fait, Sansa se retrouve auprès de Joffrey dont elle ne tient plus responsable de la mort de Lady. La soirée se passe à merveille en pensant que Joffrey prendrait même la peine de la raccompagner à ses appartements, et c'est pas du tout le cas. Joffrey préférera charger le limier de cette tâche. Donc Sandor Clegane, un peu éméché après le dîner, va se confier sur l'origine de sa cicatrice. C'est pas une blessure de guerre, c'est pas une blessure infligée par un dragon, non. Cette blessure, elle est due à une crise de jalousie de son frère Grégor durant son enfance. Et alors réalisant ce qu'il vient de révéler à Sansa, il va s'assurer qu'elle garde le silence en la menaçant de la tuer si jamais ça lui venait à l'idée de parler de l'origine de sa blessure à qui que ce soit. D'accord. Cool, bon résumé. Mais alors, je suis pas trop d'accord sur une des choses. Quand tu dis que la blessure infligée par Grégor, il est due à une crise de jalousie. Ça, c'est pas vraiment une crise de jalousie, c'est plus une crise de touche pas à mes jouets, quoi. C'est le bâtard. Bon, de toute façon, on discute à la fin de ce chapitre. Bon, c'est pas vraiment de la jalousie, c'est plus... C'est un acte compliqué à expliquer déjà. Ouais. Genre, pour lui, c'est juste, je crois, c'est un manque de respect de toucher à ses jouets ou je sais pas quoi. Bon, c'est un psychopathe en même temps, donc qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est dur de comprendre ce genre de personnage. Mindhunter. Donc le chapitre, alors c'est vrai que c'est un chapitre qui est assez lourd. Je pense que si vous écoutez cet épisode après avoir lu le chapitre, là vous sortez d'une lecture, vous avez dit putain mais là j'ai dû apprendre 30 ans de différents personnages qui viennent de m'apparaître comme ça. Donc de quoi on va parler, comment on va les présenter. C'est vrai que sincèrement, si c'est votre première lecture ou même en fait une relecture, hein, et si vous avez déjà vu que vous ayez vu la série ou pas vu la série, ce chapitre il est toujours assez lourd parce qu'on nous présente énormément de personnages et ça agrandit l'univers, en tout cas sur les différentes maisons, sur les différents chevaliers. On comprend que voilà, l'univers du Trône de Fer est vachement grand, élaboré, complexe et rempli de personnages. Donc le chapitre débute à l'approche du tournoi de la main par les yeux de Sansa, accompagnée de Septa Mordan, la gouvernante, et de Jeyne Poole. Donc Guillaume, tu peux rappeler qui est Jeyne Poole? C'est la fille de Vion Poole qui est l'intendant de Winterfell, il me semble. Ouais. Sansa se rend au tournoi tant attendu. Tout fascinait la jeune fille. Des lieux qu'elle admirait aux chevaliers qui composaient ce tournoi. Elle vit les 7 chevaliers de la garde royale, tous drapés de leur manteau blanc, dont se distinguait Sir Jaime par ses autres accessoires dorés, signe de son appartenance aux Lannister.
Alors Guillaume, est-ce que tu peux tu te rappelles des membres de la garde royale qui ont été cités pour l'instant? Alors, bon, on va commencer par le capitaine. C'est Barristan Selmy. Il y a Jamie. C'est Meryn Trant. Ouais. Il en reste un dernier qui a été cité. Boros Blount. Ouais, c'est ça. Donc 4 membres de la garde royale ont été révélés jusqu'à présent, et il en manque encore 3. Alors, on sait qui c'est dans les appendices, hein. Mais bon, je pense que t'as pas la regardé, mais on sait qui c'est dans les appendices, mais juste qu'ils sont pas apparus encore dans les romans. Enfin, dans le roman en tout cas, dans ce roman-là. Grigor Clegane, surnommé la montagne à cheval, est aussi présent. Alors, les Clegane, on apprend dans les appendices que c'est une maison vassale de la maison Lannister. Et on sait, voilà, dans le chapitre, que Grigor Clegane, c'est le frère de Sandor Clegane. Donc lui, Sandor Clegane, c'est le limier. Voilà. Parmi tous les chevaliers qu'elle voit, il y en a énormément, donc on va faire, ça va être vraiment une petite liste là, une petite liste exhaustive. Elle reconnaît aussi Lord Jon Royce, qu'elle reconnaît parce qu'en fait il fuit à Winterfell 2 ans plus tôt. Son armure en bronze serait gravée de runes magiques qui le rendraient invulnérable, d'où le surnom qu'on lui donne, Jon le bronzé, je crois, quelque chose comme ça. Si je dis pas de conneries, je crois que c'est ça, c'est Jon le bronzé. Je crois qu'à un moment, ouais, il a un surnom comme ça, mais je le vois pas. Je crois que t'as raison. Hein. Non, je sais que j'ai raison. Oui, c'est ça, on lui donne le surnom de Jon le bronzé. Alors, Lord Jon Royce, on a déjà parlé de lui. Tu sais à quelle occasion? C'est le père de Waymar Royce, il me semble. Ouais, c'est le père de Waymar Royce, donc le feu chevalier de la garde de nuit. Je sais pas s'il était chevalier, mais en tout cas le feu membre de la garde de nuit qu'on a découvert dans le prélude et qui s'est fait transformer en autre à la fin du chapitre. Donc probablement qu'il était hôte des Stark au moment où il a peut-être amené son fils au mur. Ouais, peut-être. Après, bon, on sait que là, justement, qu'il a été envoyé à la garde de nuit parce qu'il y avait une famille trop nombreuse parmi les enfants de Jon Royce. Donc, bon, après, je sais pas si Jon Royce, en venant à Winterfell, a amené tous ses enfants avec lui, mais bon, en tout cas, voilà. Ça, c'est comme ça, c'est bien parce que ça nous fait faire des liens, en fait. Sûr que si on avait lu le bouquin de manière non attentive, franchement, tous ces liens, on n'arriverait pas à les faire, quoi. Jason Mallister, donc qu'on a rencontré dans le chapitre précédent de Catelyn, est aussi présent. Ce Jason Mallister aura abattu 3 bannerets de Rhaegar lors de la bataille du Trident. Et Thoros de Myr est aussi présent. Alors Thoros de Myr, on nous dit que c'est un prêtre guerrier, rasé, portant des robes rouges, qui lui a escaladé auparavant les murs de Pique avec une épée enflammée. Donc Pique, est-ce que tu peux nous situer ça, Guillaume? C'est sur les îles de Fer. Ouais, c'est la capitale même des îles de Fer. Donc il y a eu une attaque à Pique et alors du coup tout ce qu'on sait par rapport à une attaque à Pique, ça aurait été par rapport à la rébellion des Greyjoy. Ce qu'on sait de la rébellion des Greyjoy, c'est que dans le 2e chapitre d'Eddard, je crois, quand lui et Robert se retrouvent, on dit qu'en fait la dernière fois que Robert et Ned se sont vus, ça a été lors de la rébellion des Greyjoy 9 ans plus tôt. Et c'est à ce moment-là que justement, alors Balon Greyjoy a perdu ses 2 premiers enfants, ses 2 premiers fils, et donc que Ned Stark a pris Theon Greyjoy comme pupille. Donc on sait que justement ce Thoros de Myr s'est fait remarquer lors de cette attaque à Pique, lors de cette rébellion des Greyjoy. De nombreux autres chevaliers qui n'avaient pas encore marqué l'histoire étaient présents. On note Sir Balon Swan. Alors, est-ce que t'as noté les Swans, c'était des ballerets de quelle maison? Ouais, des Baratheons. Ouais. Les Swans, c'était des ballerets des Baratheons. On a Lord Bryce Caron des Marches. Alors, on a trouvé, je crois, les Caron. Caron, si ça apparaît dans les appendices. C'est qui?
les Cairns se débattraient aussi des Baratheons. Ok. Et on dit Lord Bryce Cairn des marches. Alors, est-ce que les marches, tu sais ce que c'est, Guillaume? Non, je sais pas. Alors, les marches, ça, faut regarder, bon, je sais pas si ça se trouve dans les appendices, mais en tout cas, ça se trouve au niveau de la carte. En fait, les marches, c'est les marches de Dorne. C'est une sorte, c'est une sorte de chaîne de montagnes ou de versants au niveau des montagnes, qui sont justement au niveau de Dorne. D'accord. On les voit au niveau de la carte? Ouais, je les vois. Et juste ici, les marches de Dorne. J'ai vu. On a aussi l'héritier de Yohn Royce, donc Yohn le Bronzé, Sir Andar Royce, ainsi que son plus jeune frère, Sir Robert Royce. Alors les Royce, on avait aussi parlé parce que justement, ils apparaissent dans les appendices, mais le Royce qui apparaît dans les appendices est Sir Nestor Royce, qui est le surintendant du Val. Donc le surintendant, c'est en fait c'est l'intendant suprême, mais en plus c'est lui qui assure la responsabilité de la maison administrativement si il n'y a pas de suzerain légitime en fait. Et Sir Nestor Royce, on sait que dans les appendices il a un fils qui s'appelle Sir Alba Royce. On a aussi les jumeaux Sir Horace et Sir Ober Redwine qui apparaissent. Donc dans les appendices, on sait que ce sont les enfants de Lord Paxter Redwine. Donc est-ce que tu peux nous dire qui c'est, Guillaume? Paxter Redwine. Bah c'est le lord de la maison Redwine, qui est une maison vassale des Tyrell. Ouais. Et ils ont notamment c'est les investigateurs avec les Tyrell du siège d'Accalmie aussi. Ouais. Et alors tu sais, alors on note dans les appendices, c'est les sires de quel de la Treille. De la Treille, ouais. Est-ce que tu peux nous dire à qui est marié Paxter Redwine? Ça, on le sait dans les appendices. À Lady Mina de la maison Tyrell. Ouais. Donc on voit qu'il y a beaucoup de liens entre les Redwine et les Tyrell. Et on a même une info sur la mère de Mace Tyrell, qui est le sire de Haut-Jardin. C'est Olenna Tyrell qui vient initialement de la maison Redwine. Ouais. Donc son nom de jeune fille, Olenna Tyrell, c'est Olenna Redwine. Donc on voit que avec tout ça, on voit qu'il y a vraiment des liens étroits entre ces deux maisons. Alors les jumeaux Sir Horace et Ober Redwine, ils ont aussi une sœur. Donc Paxter Redwine a 3 enfants. Les jumeaux Sir Horace et Sir Ober, et ils ont une jeune sœur qui s'appelle Desmera. Ouais, Desmera. Patrick Mallister, le fils de Jason Mallister, est aussi présent à ce tournoi. Donc Patrick Mallister, on l'a rencontré aussi dans le chapitre précédent en compagnie de son père par les yeux de Kathleen. Et 6 frères sont présents. Oh, putain, il commence lui avec ses enfants là. Alors déjà dans le chapitre précédent avec Kathleen, on sait que justement Lord Frey a de nombreux enfants, petits-enfants, bâtards, petits bâtards, etc., etc. Donc là, on en prend la connaissance de 6 qui sont nommés. Donc Sir Jared, Sir Austin, Sir Danwell, Sir Aemon, Sir Theo et Sir Perwyn, qui sont les fils et les petits-fils de Lord Frey. Donc alors on sait pas trop lesquels. Enfin, on sait pas qui est qui. Voilà. On dit oui, c'est les fils et les petits-fils, mais on sait pas lesquels sont les fils et lesquels sont les petits-fils pour l'instant. Et on a aussi un bâtard de Lord Walder qui est Sir Martin Rivers. Donc on apprend que justement dans les conflans, le nom des bâtards c'est Rivers en fait. Comme Snow, c'est le nom des bâtards dans le nord, comme Stone, c'est le nom des bâtards au niveau des arriers. Ça on le sait par rapport à Mia Stone dans les appendices, que c'est noté, qui est une bâtarde au service de Nestor Royce, le surintendant du Val. Donc on comprend que oui, Lord Frey a de nombreux enfants, petits-enfants, comme on l'a expliqué. On voit aussi Jalabhar Shah, le prince des îles d'été en exil, qui effraie Jane Poole par son apparence. Et alors là, est-ce que c'est par sa peau noire ou est-ce que c'est par sa cape de plumes écarlate et verte? Je suis pas sûr que des plumes ça fasse très peur. Hein. Ouais, donc ok, Martine, ok. Après, bon, Jane Poole, d'accord, on comprend qu'elle vient du Nord, et Winterfell, fait très froid là-bas, c'est sûr qu'on doit pas bronzer beaucoup, mais le fait qu'elle ait peur de lui par son apparence, c'est limite. Limite. Alors, je suis pas sûr que le principe du racisme et tout soit beaucoup ancré à cette époque-là, mais...
Du racisme, je sais pas, quoi, mais quoi, de ça, la xénophobie, ouais. ça m'étonne pas. Ça, Hein. c'est de la xénophobie plutôt. C'est de la Ouais. xénophobie. Ouais. Mais t'as raison, en fait, y a pas de... Enfin, après, on sait pas si Jada Barcho est persécuté à cause de sa couleur noire, mais pas, pour l'instant, on n'a pas tellement l'impression. Hein. Mais en tout cas, Maître Paisel a l'air, pour le coup, on dirait qu'il a vraiment un problème racisme avec à Essos là, tu sais, genre tu sais. Ah oui, mais c'est pas... Je veux dire, les îles d'été, c'est pas... Oui, c'est pas Essos. C'est pas une île d'été. Enfin, c'est pas une... Ça vient, oui, c'est pas Essos. Mais il y a un concept de racisme chez Maître Paisel. Ouais. Oui, quand il dit à Ned que à Westeros on n'empoisonne pas, on n'est pas dans les îles d'été, on n'est pas dans les îles des cités libres. Oui. En revanche, Jane Poole était émerveillée par Lord Beric Dondarrion. Alors Lord Beric Dondarrion, on l'avait déjà rencontré lors du chapitre précédent, lors du passage, enfin non, il y a 2 chapitres en fait, lors du passage de Ned Stark au niveau de la porte de la Gadoue, lorsqu'il se rendait à l'armurerie. Mais on connaissait pas son nom de famille en fait. Ouais. On connaissait juste Lord de Beric. Et là, on sait maintenant que c'est une maison vassale des Baratheons, il me semble. Voilà. Et donc c'est même le seigneur de cette maison vassale, hein. Puisque c'est le Lord. Donc c'est le seigneur de la maison de Dondarrion. Comme tu l'as dit, Guillaume, c'est une maison vassale des Baratheons. Et en fait, Jane Poole, on dit même qu'elle veut l'épouser parce que bon, il a l'air quand même d'être un beau jeune homme. Ils ont vraiment beaucoup vieilli dans la série. Hein. Ouais, et même ouais, ils l'ont beaucoup vieilli. Ouais, en ils fait, l'ont un peu métamorphosé aussi. J'allais dire qu'ils l'ont amoché, mais en fait, le truc, c'est que faut le voir. C'est parce que, en fait, quand il apparaît vraiment, c'est après tous les événements du conflit. Bon, il est normal, il apparaît une fois dans la saison 1 où, ouais, la saison, il est normal. Ouais, genre, il apparaît à un moment, il est normal, mais il apparaît en flash, tu vois. Mais à part quand tu l'as amoché, enfin, je veux dire, c'est plus qu'en sauvagerie, mais c'est parce que c'est après tous les éléments du conflit. Il y a beaucoup d'événements entre temps. Ouais. Donc, est-ce que t'as noté, Guillaume, quel était l'emblème des Dondarrion? Donc, ce serait un éclair sur fond noir. Ouais, un éclair sur fond noir, c'est ça. Le limier, Sandor Clegane, ainsi que le jeune frère du roi, Robert Baratheon, donc son frère Renly, sont aussi présents. Et, pour représenter Winterfell, ce sont Jorah Cassel, le capitaine de la garde d'Eddard, ainsi que Aline et Arwen, deux autres gardes de la garde de Eddard, en fait, qui sont présents. Mordan et Sansa, Septa Mordan, pardon, et Sansa trouvent à Jory l'air d'un mendiant en comparaison des autres chevaliers. C'est assez méchant de dire ça quand même, surtout que bon, ils représentent leur maison, quoi. Mais ça n'empêche pas Jory de démonter Sir Horace Redwyne lors de la première joute et l'un des frais lors de la deuxième. Il perdit cependant lors de la troisième contre Lothar Brune, qui est un franc-coureur inconnu. Donc, moi, j'ai pas bien compris le concept de franc-coureur. Hein. Alors, tu sais, les francs-coureurs, c'est des sortes, c'est pas des chevaliers, mais c'est des gens qui se mettent au service, pour en fait, qui mettent un peu mercenaires. Voilà, un peu des mercenaires, ouais. Donc, le Lothar Brune, on n'a aucune information sur lui parce qu'il n'est pas apparu depuis le début du roman. Il n'apparaît pas du tout dans les appendices. Aline, lui, perdit contre Sir Meryn. Donc, Sir Meryn, c'est un membre de la garde royale. Et Arwen contre Sir Balon Swan. Le régicide, Jaime Lannister, lui, vaincu Sir Andar Royce. Donc, lui, c'est le fils aîné de Jon Royce, hein. Et Lord Bryce Caeron et triompha même de Barristan Selmy. Donc, en fait, Barristan, malgré... bon, on sait que Barristan Selmy, il est un peu âgé, mais il participe toujours aux joutes, hein. Alors, c'est vrai que ça doit être un peu humiliant de se faire battre par, sachant qu'on est le capitaine de la garde royale, par un des membres qui sont sous ses ordres, mais bon. Sandor et Gregor Clegane étaient féroces aux yeux de Sansa, mais particulièrement Sir Gregor, qui tua lors d'une joute un jeune chevalier du Val avec une lance dans la gorge. Sansa ne pleure pas pour lui et se demande si elle n'avait pas versé toutes ses larmes pour Lady et Bran. Non, c'était juste que le chevalier lui était inconnu. Et là, en fait, par ce passage, on a un peu une exploration de la psychologie de Sansa qui, alors je saurais pas poser les termes sur. Je pense pas qu'elle est dure ou qu'elle est insensible, mais c'est plus dans un sens égoïste, c'est-à-dire qu'elle réserve ses émotions que soit à ceux qu'elle pense qui désirent son émotion, mais elle est pas. On n'a pas l'impression qu'elle éprouve de l'empathie en fait.
Pour le coup, c'est dur de se mettre à sa place. Bah, C'est de découvrir un cadavre, enfin un mort d'un coup, tu t'y attends pas. C'est la première fois que ça t'arrive. ouais, mais tu sais, t'as l'impression qu'elle est assez insensible, en fait. Alors, tu vois, à côté de Jane Poole, qui, elle, est vraiment toute retournée, et elle, sans ça, t'as plus l'impression qu'elle est exaltée par ce spectacle. Mais c'est pas exalter le terme. Mais en tout cas, elle ressent aucune peine, quoi. Parce qu'elle s'en fout. En fait, elle s'en fout, quoi. Ouais, c'est dur de se mettre à sa place. Mais après, ce que ça révèle sur elle, c'est qu'elle est pas, tu sais, elle est pas si fillette que ça. Tu t'attendrais à ce qu'elle ait une réaction comme Jane Poole, tu vois, complètement hystérique, machin. Mhm. Et finalement, il y a une espèce de dureté qui se révèle. Ouais, c'est vrai, il y a une espèce de, il y a quand même un blindage, une dureté Ouais. qui se révèle en elle devant la mort, bon certes d'un inconnu, mais quand même une mort brutale, quoi. Bah, c'est ça, c'est un mélange de dureté, et en même temps, j'aurais envie de rajouter, et ça, c'est un peu de la présomption, hein, mais que, elle accorde que très peu d'importance à ce qui elle ne lui revêt pas d'importance, quoi. Ouais. C'est-à-dire que si, on sait qu'elle méprise un peu les classes sociales inférieures, mais qu'en plus, c'est même pas là une classe sociale inférieure, c'est vraiment que si, Tout ce qui lui est étranger, enfin, l'indiffère, en fait. Bon, après, c'est difficile d'en vouloir. Je sais pas comment j'aurais réagi à sa place. Hein. bah, c'est-à-dire qu'en plus, elle a l'air d'en être assez consciente, hein. C'est-à-dire qu'elle se dit à elle-même que, non, bah, lui, il est pas important, donc j'ai pas à verser de larmes pour lui. C'est pas juste qu'elle réagit pas, c'est qu'elle se dit à elle-même que, non, elle doit pas réagir et que, bon, tu passes à autre chose très rapidement parce que, voilà, il y a pas de... Mais c'est vrai que c'est assez compliqué, hein, ça et tout, dans le chapitre et tout, c'est assez compliqué de traverser sa psychologie. Gregor Clegane va ensuite Balance Swan et le limier Renly Baratheon. Septa Mordane était partie accompagner Jane au château car elle savait que Jane s'était sentie mal après la mort du chevalier du Val, mais pour un peu, Sansa l'oubliait. C'est même ça, hein, c'est vraiment de l'indifférence, c'est de l'oubli, quoi. Thoros de Myr, lui, avait battu Beric Dondarrion. Jason Mallister et Robert Royce triomphèrent, eux, de Aron Santagar et Lothar Brune. Alors, Aron Santagar, pareil, tu te rappelles qui c'est, Guillaume? Maître d'armes de Port-Réal, enfin de la cour. Ouais, voilà, maître d'armes de Robert. Il ne restait au final que le limier, le régicide, la montagne à cheval et le chevalier des fleurs. Alors, j'aime bien tous ces sobriquets, tous ces surnoms, parce que ça, tu sens que, voilà, dès que t'es un peu connu, dès qu'il y a un fait marquant sur toi, on te dessert un petit surnom, quoi. Donc, le limier, hein, c'est Sandor Clegane, le régicide, Jaime Lannister, la montagne à cheval, Gregor Clegane, et le chevalier des fleurs, Loras Tyrell. D'ailleurs, ce dernier, d'après Sansa, était très beau. De plus, après chaque victoire, il faisait un tour, lançait des fleurs et faisait chavirer le cœur des femmes. Il avait vaincu, lors de sa dernière joute, le cadet des Royce, donc c'est Robard, qu'il laissa carrément inanimé. Une sévière dut venir le chercher. Mais Sansa s'en fichait, elle n'avait Dieu que pour Loras, et par chance, il s'arrêta devant elle lors de sa tournée, et lui donna une rose rouge, alors qu'il ne donna que des roses blanches aux autres. Alors du coup, est-ce que pour toi ça revêt une sorte d'importance qu'il donne une rose rouge à Sansa? Est-ce qu'il l'a remarqué parmi toutes les filles de la cour? Bah, je pense que Sansa doit être très jolie. Mais après, est-ce que Loras Tyrell, enfin, je suis même pas sûr qu'il sache vraiment à qui il donne la fleur, à part l'apparence, tu vois. Est-ce qu'il sait que c'est Sansa Stark? Tu vois? Bon, elle est quand même assez, je pense que Sansa Stark, elle est quand même assez connue, c'est la fille de la main du roi. Ouais, mais il la connaissent pas nécessairement de son visage, je sais pas. Bah, je sais pas pourquoi il donnerait une rose rouge, je sais pas ce que ça veut dire, honnêtement, à part que c'est peut-être la plus belle. Mais est-ce que ça révèle un truc en particulier, je sais pas. Un homme dont on découvre facilement l'identité en tant que lecteur, que ce soit par son physique, ses manières ou son gémeau-cœur accroché à son manteau, vient rejoindre Sansa. Il lui dit qu'elle a tout d'une Tully, mais elle réfute en se présentant sous le nom de Sansa Stark. C'est vrai que bon, même si elle est Sansa Stark, ouais, elle a toutes les caractéristiques des Tully, hein. C'est-à-dire que, je crois qu'on l'avait présenté lors des premiers chapitres, mais que ce soit ses cheveux, surtout les cheveux auburn,
Je crois que c'est au niveau de ses yeux aussi. Sa prestance. Ouais. Sa manière de se comporter, elle a tout d'une chili, ouais. Septa Mordan le présente comme étant leur Peter Baelish, et il lui dit, avant de la quitter, et surtout de lui effleurer la joue de façon cavalière, que sa mère était sa reine de beauté et qu'elle a ses cheveux auburn. Quel forceur. Alors, comment tu l'interprètes ça, ce mouvement de Littlefinger? Je crois qu'il transpose un peu son désir pour Catelyn sur elle, un peu, c'est... Même si elle a 13 ans. Écoute, Khal Drogo, qu'elle a pas 13 ans, elle a... 11. Elle a 11 ans. Elle a 11 ans, sans ça, ouais. Je trouve c'est tous des baisers dans l'univers de Game of Thrones, tous des baisers. Ouais, c'est vrai que, putain, mais en plus, 11 ans, c'est vraiment très jeune, quoi. C'est plus jeune que Julien Bitz, hein. Tu te rends compte? C'est dire la jeunesse. Le tournoi était fini pour la journée. Le temps était maintenant au festin. On avait attribué à Sansa une place près du prince Joffrey à qui elle n'avait plus parlé depuis l'épisode du Trident. Mais elle ne pouvait pas le haïr, ce n'était pas sa faute. Non, c'était la faute de Cersei et Arya. C'est eux qu'il fallait haïr. Et, à sa grande surprise, Geoffrey vint lui adresser la parole et lui baise même la main. La nuit battit de son plein et elle était pleine d'alcool pour Sansa. Un fou, du nom de Lunarion, y même encore plus la soirée. Sansa était aux anges, car Geoffrey se comportait comme un prince galant avec elle. Mais la soirée fut gâchée par le roi Robert. On entendit un grand cri. Non! Bon, alors, je sais pas s'il le dit de cette manière-là, mais j'ai pas envie de crier au moment où on enregistre, donc voilà. Oui. Il est genre 23h30. Il apparaît comme étant totalement saoul. Ce nom était destiné à sa femme, Cersei, qui voulait lui refuser de combattre le lendemain. Cersei, de glace, s'en va à la suite de cette réaction. Jaime essaye de calmer le roi en lui touchant l'épaule, mais Robert le renverse très vite. Geoffrey, avec une expression singulière, sans voir Sansa, nous dit-on, lui propose l'escorte jusqu'au château. Alors, comment tu décris, toi, la réaction de Geoffrey? C'est bizarre, hein. Franchement, c'est bizarre. Parce que, autant visiblement, il se comporte super bien toute la soirée, mais il va envoyer le Sandor Clegane, qui est pas la compagnie la plus agréable du monde, raccompagner Sansa. Alors, est-ce que je me demande, est-ce qu'il a pas joué la comédie parce qu'il y avait beaucoup de monde et qu'une fois qu'il y a plus beaucoup de monde, bah il a la flemme de continuer à être le galant, ou alors est-ce qu'il fait ça pour terroriser Sansa? Moi, je pense qu'il y a aussi une autre possibilité, c'est que la réaction de Robert l'a agacé. Tu vois, le fait que son père se donne en spectacle, lui foute la honte, et que du coup ça a un peu gâché sa soirée, quoi. Et du coup, il a pas envie, voilà quoi, il a pas envie de la finir avec Sansa de cette manière. Ouais. C'est possible, hein, parce que en plus on dit que c'est juste après le fait que sa mère s'en aille, que Robert se montre saoul aux yeux de tous, que sa réaction change vis-à-vis de Sansa. Genre qu'il est agacé, et donc du coup qu'il est même honteux, genre. Qu'il a pas qu'il a la honte. Qu'il a pas le courage de faire le mec galant, parce qu'il est agacé. Après, il y a plusieurs explications. Bon, on sait rien en fait, hein, mais on essaie de faire des déductions. Mais oui, en tout cas, c'est à Sandor Clegane que Geoffrey charge le soin de raccompagner Sansa. Avec sa face brûlée, et lui aussi bourré, il plaisante sur le fait de devoir tuer son frère le lendemain. Et il se force à ne pas être dégoûté et effrayé par son visage, et arrive même à lui faire un compliment sur la joute d'aujourd'hui. Mais il lui répond très clairement qu'il n'est pas chevalier, et qu'il ne veut pas de leur serment. D'ailleurs, son frère Grégor est chevalier, et à lui, elle ne ferait pas de compliments. Sansa est pour Sandor comme les petits oiseaux des îles d'été qui rabâchent les petits mots qu'on lui a appris. Et ça, je trouve que c'est assez vrai, parce que Sansa, ça se voit qu'elle est comment dire, c'est quoi le terme encore quand t'es formé à quelque chose, quand t'es ah oui. Mince, j'ai oublié le mot. Putain, c'est pas préparé, c'est pas préformé, c'est
calibré, voilà, un synonyme de calibré, quoi. Calibré pour ce genre d'événement. Ouais, genre qu'on l'a bien mis dans un moule. Après, je sais pas, il y a un truc, je sais pas. Moi aussi j'ai un trou là. Je vois ce que tu veux dire. Mais je vois ce que tu veux dire là, genre être formaté, putain de merde. Ah oui. Je l'ai trouvé. Bon, vas-y, on reprend. Exactement. Donc elle a été formatée à être une gentille petite fille, surtout du sud. Voilà, c'est quand même ce que Ned a dit, hein. C'est-à-dire que Sansa, plus tard, elle va devoir épouser un grand seigneur, lui faire beaucoup d'enfants et s'occuper de sa maison. Tous les compliments qu'elle fait à tour de rôle à chacun des chevaliers qu'elle voit pour se faire bien voir. Bon, c'est sûr que comparé à Sandor, qui lui est assez atypique, c'est pas même pas un chevalier d'ailleurs. C'est vrai que son comportement est ridicule un peu. Et alors là. Ils ont quoi? Là, Sandor lui fait un petit discours et qui est assez bizarre sur le fait que le chevalier du Val, pourquoi il était là en fait, sachant qu'il avait pas d'écuyer, qu'ok, il avait une armure neuve, mais qu'il y avait personne pour lui préparer son armure. D'ailleurs, elle était mal bouclée et que c'était pas de la malchance si Ser Grigor l'avait remarqué et avait empalé ce chevalier. Et donc là, alors je sais pas trop comment le comprendre, parce que si on lit plus loin, on pourrait comprendre qu'en fait c'était pas par hasard que ce chevalier soit là et que Ser Grigor Clegane l'ait tué, quoi. Ouais, bah visiblement, s'il le dit, franchement Sandor, s'il le dit quand il dit que la lance de Grégor va là où elle veut aller, c'est que clairement s'il a visé la gorge, c'est qu'il avait l'intention de le tuer. Donc certes, Grégor, il a beau être brutal, il a pas d'intérêt à buter tous les concurrents sur lesquels il va passer, tous les concurrents qu'il va rencontrer, il a pas intérêt à tous les buter, quoi. Ça n'a aucun intérêt. Surtout quelqu'un qui semble être aussi insignifiant que un mec du Val qui a même pas d'écuyer. Donc c'est vrai que ce qui nous fait comprendre, c'est que vraiment, en tout cas, Grégor Clegane avait prévu de le tuer, quoi. Ouais. Il avait vraiment prévu de le tuer. Et là, on peut aller beaucoup plus loin. Si on fait des théories, alors on sait que l'homme qui a été tué, c'est un chevalier du Val, et qu'il n'avait pas d'écuyer. Or, on sait, dans le chapitre précédent, qu'il y a il y a eu un chevalier fraîchement nommé par Robert, et qui venait justement du Val. Oui, parce que tous les autres du Val, ils seraient retournés dans le Val, Darin, après la mort de Jon, sauf un qui est devenu son écuyer, donc Hugues du Val, est devenu chevalier. Et donc sûrement il a pas eu le temps de se trouver un écuyer. Il avait pas le temps et il avait envie de faire ses preuves au cours du tournoi, donc il y a de grandes chances que ce soit lui. Et ce qui est pas cool parce que du coup et on sait que justement c'est Ned même qui l'a dit, hein, que c'était l'écuyer qui était le plus au courant des allées venues de son chevalier. Il est mort avant de pouvoir donner des infos à Ned parce qu'il a refusé de parler à Jory Castle, je crois. C'est ça, il a refusé de parler à Jory Castle, il a voulu parler directement à Ned Stark. Et encore plus étrange, c'est qu'on vient de dire justement au début de chapitre que les Clegane étaient des bannerets des Lannister. Or, c'est ces mêmes Lannister que Ned soupçonne d'être à l'origine du meurtre de Jon Arryn. Donc, en faisant tous ces liens... Ça fait beaucoup là, non? Ça fait beaucoup là, non? Est-ce que justement les Lannister auraient chargé Grégor Clegane de tuer ce Ser Hugues du Val pour garder leur secret, pour le faire taire. Alors c'est que des suppositions, hein. On sait pas si ce chevalier c'est vraiment Ser Hugues du Val. Tout ça c'est vraiment des suppositions, mais si on va dans les théories, on arrive à cette conclusion que la mort de Hugues du Val aurait été commanditée par les Lannister. Mais bon, ça c'est vraiment quelque chose et tout dont on peut théoriser que parce qu'on est les appendices, parce que sinon on ne saurait pas que par exemple Grégor Clegane est au service des Lannister. Non? Excuse-moi, j'ai eu un blanc. Ah. Mais ça c'est une théorie qu'on peut faire exclusivement avec les appendices, parce que sinon on ne saurait pas que Grégor Clegane est au service des Lannister. Ouais. Tout en lui parlant, Sandor Clegane serre la mâchoire de la jeune fille et lui fait regarder son visage. Et alors là on a une description de son visage qui est assez horrible en fait. Bah, c'est brûlé, quoi. C'est brûlé. Genre, franchement, dans la série, il paraît, ok, d'accord, c'est sa partie, je crois que c'est la partie gauche du visage qui est brûlée, mais voilà, quoi, ça passe encore. Droite, je crois.
Alors que là, dans les livres et tout, tu sens vraiment que c'est plus que brûlé, c'est vraiment ça paraît vraiment dégueulasse. Ouais, ça, je pense cet aspect fondu, cicatrice atrophiée, sclérosée là, ça doit être un peu. Ouais. Ouais, surtout l'aspect calvitie en plus, ouais, tu vois. Parce que d'accord, dans la série, ok, Sander Green, il a moins de cheveux du côté de son visage calciné, mais ça passe encore, quoi. Là, t'as vraiment l'impression que, ouais, il est totalement chauve, ou il lui reste que quelques poils sur la tête. Ouais. Après, il est pas bien beau dans la série, hein, mais... Ouais, il peut avoir un petit, tu vois. Il a un aspect un peu crasseux, en plus, dans la série. Hein. Mais il a un charisme, en fait. Oui, il a beaucoup de charisme. Sander lui fait remarquer qu'elle ne lui surine pas un de ses jolis compliments Sander lui fait remarquer qu'elle ne lui surine pas un de ses jolis compliments dont elle a l'habitude en regardant son visage. Il raconte alors à Sansa comment son visage fut brûlé par son frère. Donc vas-y Guillaume, je te laisse raconter la petite histoire. Donc, je sais pas s'ils donnent l'âge, en tout cas j'ai pas retenu, mais en tout cas quand ils étaient jeunes, ils avaient eu, il y avait chez Clegane, il y a eu un sculpteur de jouets qui a offert des jouets, de superbes jouets en bois au Clegane, et Sandor enviait énormément un chevalier en bois qui appartenait à Grégor et a décidé de jouer avec, mais même pas pour le voler définitivement, hein, juste pour y jouer. Enfin, en gros, il a juste joué avec le jouet de Grégor, et Grégor a découvert, a découvert Sandor en train de jouer avec son jouet, et tout simplement, il a piqué une crise totalement difficile à comprendre. Enfin, ça a pris des ampleurs un peu démesurées. Bon, il a pris la tête de Sandor et l'a foutu. Alors, je crois que c'est dans une cheminée ou dans un brasero, un truc comme ça. Dans le feu, quoi. Ouais, dans le feu, quoi. Il a foutu la tête dans le feu et ça a duré tellement longtemps qu'il a fallu 3 hommes pour séparer les deux enfants, alors que, enfin, 3 hommes adultes, quoi. Ça paraît pour retirer un enfant, quoi. Ouais, donc Sanarkin, t'as l'impression que dès son enfance, en fait, il était déjà assez colossal, monstrueux, mais que c'est pas juste physiquement, en fait. C'est que psychologiquement, il a l'air dérangé. Non, c'est même pas qu'il a l'air, c'est qu'il est dérangé. Bah, ça, c'est, typiquement, il a aucune empathie, c'est psychopathe, c'est clairement un psychopathe qui supporte pas, Alors, je sais même pas comment on pourrait expliquer son geste. Est-ce que c'est parce que juste, est-ce qu'il détestait son frère depuis le départ? Est-ce que c'est vraiment, un accès de colère dû au fait qu'on touche à ses affaires? Je pense qu'il a vu ça comme un manque de respect en sa personne. Je pense qu'il est mégalomaniaque, je pense qu'il voit tous les autres comme des insectes à écraser, et que pour lui, toucher à ses affaires personnelles, c'est un manque de respect envers sa suprématie physique, et le fait qu'il domine tous les autres. Il domine tous les autres, et je pense qu'il supporte pas même que son frère touche ne serait-ce qu'à un de ses jouets, quoi. Ouais. Donc, on va voir si ça se vérifiera plus tard, s'il est tout aussi cruel avec les autres qu'il l'a été avec son frère, mais ça part. Bon, là, c'est un sacré psychopathe, hein. On a déjà eu un extrait. Oui, bon. Côté, là. Ouais. Bah ouais, bon, il a foutu sa lance dans la gorge d'un mec. De prétendument sur Duval. Ouais. Mais en tout cas du chevalier de Duval. Mais le pire, c'est que suite à cela, en fait, Grégor, il fut loin des 7 huiles et fait chevalier par Rhaegar en personne. Donc même avec sa cruauté, même ce qu'il a fait à son frère et tout, il est quand même assez respecté pour être nommé chevalier par le prince héritier, quoi. Ouais. Après, je serais pas étonné qu'il soit extrêmement efficace sur le terrain. Ouais, c'est ça, c'est que quand un homme présente ce genre d'avantage, tu fais tout pour le garder, quoi. Et en fait, on nous dit très clairement, en fait, explicitement, que Sansa se surprit à le plaindre et dans un sens à le craindre moins. Donc comment t'expliques cette phrase, Guillaume? Bah, je pense que elle devait voir Sandor Clegane comme un mec qui a aucune émotion, qui
ça pourrait devait penser que c'est un mec ultra froid, il est ultra froid, etc. Mais il se rend compte qu'il a quelques failles, quelques faiblesses, ça le rend plus humain. Et ça a dû la rassurer en se disant que c'est pas qu'un monstre, c'est aussi un être humain comme elle. Et donc du coup, ça, elle dit ce qu'elle a en face d'elle, c'est tout simplement un être humain aussi. Contrairement sûrement à Gregor Clegane, où je pense que tu lui trouveras pas les failles qu'a Sandor, quoi. C'est ça, en fait, elle lui trouve des failles, et par rapport à ces failles, justement, c'est pas qu'elle s'en sert, mais elle arrive à le comprendre, en fait. Et quand t'arrives à comprendre, forcément, t'as moins peur. C'est le principe de la xénophobie. C'est que quand tu comprends quelque chose, c'est plus tu comprends, plus t'apprends, et moins t'as peur. Mais justement, en parlant de peur, en fait, on nous dit même qu'elle a peur pour lui, par rapport à son combat de demain, contre ce qui se comprend quand même. Quand t'as vu le destin du chevalier Duval, là. Ah, pardon, d'ailleurs, en parlant de chevalier, en fait, on peut comprendre, justement, l'aversion de Sandor Clegane envers les chevaliers. D'une part, par rapport à la figurine, qui lui a causé sa brûlure, et d'autre part que Grégor, même avec ce qu'il a fait à Sandor, il a quand même été vraiment des 7-8, et fait chevalier. Ouais, comme quoi, pour lui, il suffit, les valeurs, quand d'habitude les chevaliers on les associe à défendre la veuve l'orphelin, etc., les préceptes chevaleresques et tout, il se rend compte que c'est du bullshit, en fait. Si Gregor Clegane peut devenir un chevalier, c'est que n'importe qui avec un peu de pouvoir, et que ce soit des pouvoirs économiques ou un pouvoir de la puissance brute, peut accéder au statut de chevalier, en fait. Ouais. Ça n'a plus rien d'héroïque et de chevaleresque. C'est ça, c'est pas juste que des personnes, tout le monde peut accéder. C'est que même en effectuant des actes horribles, on t'accepte quand même comme chevalier, quoi. Bah, en gros, un chevalier n'est absolument pas synonyme de valeur, de valeur, d'un guerrier valeureux, héroïque, quoi. C'est totalement différent, alors que nous, n'importe qui est plutôt a tendance à toujours associer le chevalier à l'héroïsme. Ouais, tu l'associes par exemple à Barry Sonsami. Ouais. Bah rien que l'adjectif chevaleresque, ça veut tout dire. Mais là, Sandor, il s'est bien rendu compte que ça n'avait rien à voir. Et c'est d'ailleurs même pour ça que on peut, tu sais, à la fin du chapitre, ils se disent tous les deux la phrase non, il n'est pas un vrai chevalier. Un peu pour se rassurer, parce qu'ils se comprennent, quoi. Sansa arrive à comprendre Sandor et ce qu'il ressent. Ouais. Ils continuèrent alors le reste du voyage en silence. Et franchement, je trouve ce moment très très fort, quoi. C'est-à-dire que je pense que c'est la première fois depuis le début du roman où j'apprécie Sansa. Parce que là, elle fait preuve d'empathie. On a dit justement au milieu de ce chapitre que elle était dénuée d'empathie, mais là, elle en fait preuve. Ouais, c'est la première fois qu'elle s'attarde à autre chose qu'aux apparences. Genre, Geoffrey, ah non, il est tellement beau, il peut pas, ta gueule. Loras Tyrell, tu sais, il y a un mec qui souffre à côté, etc. Non mais il est trop beau, je n'ai de yeux que pour lui. Franchement, pour une fois, alors que elle se prend d'empathie pour quelqu'un qui est horrible physiquement, et elle va un peu plus loin, elle dépasse l'apparence, quoi. Elle va un peu plus loin que la surface. Ouais. Lorsqu'elle arriva à ses appartements, Sansa remercia même le limier. Avant de la quitter, Sandor Clegane menace Sansa sur le fait de ne parler à personne de leur conversation. Donc, pourquoi Sandor ne voudrait-il pas que Sansa ébruite cette conversation? Peut-être d'une part qu'il a peur que les gens apprennent son histoire avec Grégor et que Grégor apprenne que c'est lui qui a fait fuiter cette histoire. Je pense que ça peut être ça, hein. Parce que je pense pas qu'il y a beaucoup de personnes qui savent ce que Grégor a fait endurer à Sandor, vu que justement Sandor nous dit lui-même que les gens lui demandent d'où vient cette blessure. Ouais. D'où vient cette blessure, pardon. C'est une de ses faiblesses, et bien sûr, je pense que quelqu'un d'aussi fier et orgueilleux, il refuse qu'on connaisse ses faiblesses, quoi. Ouais, d'autre part, t'as raison, Sandor, on refuse qu'on connaisse ses faiblesses, Vu que son frère n'en a visiblement pas, en plus, il voudrait pas être comparé à son frère et se dire que lui, il a des faiblesses et son frère non. Enfin, voilà. C'était un chapitre qui était assez lourd, mais intéressant quand même. Pour un chapitre de Sansa, c'est un miracle, hein. C'est que son deuxième chapitre, hein. Ça se trouve, elle va nous étonner par la suite.
C'est vrai que son premier et tout, il était voilà quoi. On vous a déjà expliqué notre sentiment par rapport au premier chapitre de Sansa. En tout cas, on espère que vous avez apprécié l'épisode, du moins, et puis le chapitre aussi. Et puis on vous retrouve la prochaine fois pour un chapitre. Alors, je sais plus si c'est Kathleen. Non, c'est Eddard. On le retrouve encore. Eddard. Oh putain, il est long. Ah oui. Oh, il est incroyable. Oh Alors, mon dieu. un long chapitre d'Eddard. Un long chapitre d'Eddard. Bon, on vous dit à la prochaine. Portez-vous bien.